Eh bien, bon après-midi à tous. On reprend les tables rondes de Doc Stock du coup à la Sofcot 2023. Et donc, on est sur l'administratif étouffe l'hôpital. Et donc, y a-t-il des idées pour respirer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Alors, c'est presque un cliché de parler de l'administratif qui étouffe l'hôpital. On en a parlé, ça se dit, ça se répète. Mais à qui la faute? Alors, est-ce qu'il faut plus d'autonomie aux médecins, comme pendant le Covid? Est-ce que les médecins sont capables aussi, ont envie d'élargir leur vision pour être plus au cœur des décisions, parce que c'est peut-être pas le cas de tous non plus. Est-ce que c'est pas la faute à une trop grosse centralisation, une direction générale trop dure? Voilà, en tout cas l'administratif étouffe l'hôpital et il faut lui donner de l'air. Et nous allons discuter de ça avec la docteure Pomme Jouffroy, qui a donc été présidente de CME et qui a été chef de service en ESPIC et qui peut donc comparer ces différents exercices et voir à quel point l'administratif lui a bouffé la vie ou pas. A priori non, hein. J'avais un souvenir que pas tellement, mais vous le direz vous-même. Avec le professeur Rémi Nizar, du coup, qui a été président de la CME de la Riboisière et qui s'y est quand même un peu usé la santé, on peut le dire. En tout cas, qui a passé beaucoup de temps et c'était pas si simple. Et avec Christophe Lannelongue, donc, qui était un ex-directeur de l'ARS Grand Est, qui était donc peut-être pas la grande amie des médecins, parce que l'ARS, les médecins, on n'est pas normalement... Là, ça se parle gentiment, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et donc, on va commencer peut-être avec vous, Pomme Jouffroy, du coup. Pour vous, qui avez donc été patronne de CME, qui avez été chef de service tout court. Donc, un chef de service, on sait que ça a de l'administratif, que ça a beaucoup de choses à gérer, des plannings, des gens, des remplacements, tout ce qu'on veut. Est-ce que justement, dans votre exercice, est-ce que l'administratif a pesé et dans vos responsabilités Alors, peser, je ne sais pas, a pris de la place, sûrement. Mais une place, alors c'est bien particulier le rôle de chef de service. Je pense que quand on décide d'être chef de service, on décide forcément de se préoccuper, je dirais pas de l'administratif. Quand on travaille dans une entreprise, quelle qu'elle soit, en fait, on a un outil de travail qui est administré et qui vous permet de faire votre métier. Nous, notre métier, c'est d'être chirurgien et de faire de la chirurgie, d'opérer, de prendre en charge des malades, pas seulement d'opérer, de consulter, de les accueillir, de les opérer, de les suivre. C'est un drôle de métier, ce métier de chirurgien, par rapport à un ingénieur dans une boîte normale. Un ingénieur, il ne fait pas toute la chaîne. Les médecins et les chirurgiens, ils font toute la chaîne. Ils recrutent, ils fabriquent et puis ils assurent le service après-vente. Donc c'est un gros job. Mais d'un autre côté, quand on dit ce que vous avez dit, l'administratif, ça bouffe l'hôpital, non. Il y a forcément une administration qui doit gérer cet outil de travail qui est l'hôpital. Et si nous, les chirurgiens et les médecins, on veut pouvoir faire notre métier, il faut que cette administration, elle fonctionne. Et le meilleur moyen pour qu'elle fonctionne à notre profit, pour pouvoir faire notre métier, c'est de collaborer. Je ne vois pas d'autre possibilité que de collaborer. Alors c'est quelquefois difficile, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins il faut qu'il y ait, à mon sens, un dialogue permanent et donc forcément de la part d'un chef de service, un travail permanent avec l'administration pour comprendre les données de gestion et d'autres choses. Et être capable, y compris parfois, d'être un arbitre, de dire ça c'est bien, ça non, on ne va pas le faire, ça. Mais pour ça, il faut être en relation les uns avec les autres. Et il faut que cette relation, elle soit équilibrée. Il faut que l'administratif, il respecte le fait qu'on est chirurgien et qu'on fait ce métier. Et puis il faut que nous, on respecte les gestionnaires qui nous aident à ce que l'hôpital fonctionne. Alors moi, j'ai travaillé en ESPIC. C'est une unité qui est certainement beaucoup plus souple et beaucoup plus facile dans la gestion que le monstre assistance publique ou que les monstres que sont les hôpitaux publics quelquefois dans les grandes villes. C'est vrai que l'ESPIC, c'est une façon privée de gérer l'argent public qui est à une échelle qui est un petit peu plus souple. Cela dit, mon hôpital, c'est un gros hôpital. C'est un hôpital de 650 lits. C'est pas un petit truc dans un coin. Et donc l'administration, oui, elle compte et il faut travailler avec elle. Oui, mais alors comment un médecin, justement, comme vous le dites, vous avez déjà votre métier de parler aux patients, d'opérer, de faire le post-opératoire, de gérer, la médecine, quoi, la clinique. Et d'un coup, vous devez vous retrouver gestionnaire, où vous devez parler de budget, etc. Après tout, vous n'avez pas appris ça à la fac non plus. Alors, est-ce que vous êtes formé? Comment vous avez fait? Ou est-ce qu'il faut former les médecins à ça? Alors, on n'est pas formé. C'est une certitude.
on se forme sur le tas et c'est pas bien. Et d'ailleurs, je crois savoir que les directeurs d'hôpitaux ne sont pas tellement formés à la médecine non plus. Je ne connais aucun d'entre nous qui intervienne à l'école de Rennes. Hein. Vous pouvez faire une enquête ici dans la Sauvecote. Je ne sais pas, il n'y en a aucun d'entre nous qui a jamais été, à qui on a demandé de venir intervenir à l'école de Rennes. Hein. Ça n'existe pas. Donc nous, on n'est pas formés. Et je pense que ce qui serait logique, c'est que ce soit notre société savante qui nous forme, par exemple, qu'il y ait des propositions. Il ne faut pas exagérer. Hein. La gestion, c'est quand même rat des pâquerettes. Hein. C'est des additions, des soustractions et des divisions. Hein. Et si les financiers ils nous font croire que c'est plus compliqué que ça, c'est qu'ils n'expliquent pas bien. Hein. Parce que quand un médecin ne comprend pas un tableau de finances, c'est que ce n'est pas bien expliqué. Parce qu'on doit pouvoir comprendre. Il n'y a aucune raison. Et ça ne doit pas pouvoir prendre tant de temps que ça. Mais il faut forcément comprendre. Je vais vous expliquer ça avec un exemple. Il y a quelques années, dans notre hôpital, on a été les premiers à mettre au point la gestion des lits. La gestion des lits, c'est très simple. Hein. Un hôpital, ça dépense 60% de son argent à payer du personnel. Si vous ne mettez pas de malades dans des lits où il y a du personnel, vous perdez votre temps et votre argent. Notre directeur, il a fait une enquête à un point donné. Il y avait dans l'hôpital 100 personnes qui s'occupaient de gérer les lits, dont moi, hein, le chef de service qui dit s'il y a une fracture du cotyle qui traîne et qu'il n'y a pas de lit, vous la couchez dans mon bureau. Ce qui est un excès total. Et dont d'autres chefs de service qui gardent des lits vides pour d'éventuelles entrées du lendemain. Résultat des courses, à 4h de l'après-midi, la moitié de l'hôpital est vide. Ça, c'est pas logique. Donc, de mettre en place 4 personnes qui gèrent les lits de tout l'hôpital et un ensemble de médecins et de chirurgiens qui acceptent qu'on va mettre les malades là où il y a des lits vides et puis qu'on réorganisera les choses le lendemain matin, parce que c'est faisable, ça c'est du bon sens, c'est pas de la gestion, ça nécessite pas de chiffres, c'est juste que c'est prendre conscience de l'intérêt collectif dans l'hôpital. Oui, mais c'est accepter en tant que chef de service de ne pas être complètement le maître chez soi et d'être dans une unité plus globale, de se dire on va me réquisitionner 3 lits, ou je sais pas, mais pour l'intérêt commun, mais il faut le faire comprendre, quoi. Oui, mais je pense que c'est très important. Et c'est pas forcément quelque chose d'intuitif que de dire on va faire comme ça. Et après, le côté, moi, ça m'arrive des gens qui me demandent mais combien ça t'a pris de temps l'administratif ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que Rémi, tu auras le même genre de réponse. On ne sait pas combien de temps ça nous prend. Ça prend du temps, ça prend surtout du temps et de l'énergie de penser à 4 choses à la fois. Voilà. Parce que c'est forcément la 4e chose. Il y a les malades, il y a les collaborateurs, il y a la médecine, il y a nos malades. Je pense qu'on n'est jamais un meilleur gestionnaire que quand on reste un très bon clinicien. C'est-à-dire que c'est pas bien de détacher un chirurgien de son rôle chirurgical pour en faire un gestionnaire. Parce que ça, on ne sait pas faire et c'est pas bien. En revanche, si on reste un bon clinicien, qu'on est à l'écoute de ce qui se passe, on peut transmettre à l'administration les vrais soucis qu'on a dans notre vie de chirurgien. Mais justement, Rémi Nizard, vous qui avez géré la CME de la Lariboisière et qui avez du coup participé à tous ces travaux, à ce projet du Grand Lariboisière qui va arriver dans 2-3 ans, si Dieu veut, et qui est là depuis le projet depuis 15 ans. Et donc, vous avez bossé sur ce projet, etc. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, que c'était compliqué aussi de faire comprendre aux médecins, d'être un peu plus... tout le monde n'est pas comme Pomme Jouffroy à comprendre les intérêts d'un établissement complet, quoi. Certains sont un peu plus centrés sur eux-mêmes. Mais je pense que ce qu'elle a exprimé, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une première chose qui est d'avoir le rapport avec l'administration, en tant que président de CME, et de l'autre côté, d'avoir affaire à ses collègues de différentes spécialités, avec différents caractères, différentes visions. Et il s'agit, dans ce type de poste, d'essayer de faire une cohésion de tout ça pour faire émerger les projets importants. Donc effectivement, c'est ce qu'on a réussi, nous, à faire sur Lariboisière-Saint-Louis, parce que les 2 hôpitaux étaient unis, à faire émerger le projet d'un nouvel hôpital sur Lariboisière, parce qu'on avait une communauté médicale qu'on avait réussi avec l'administration, et pas seulement moi tout seul. Enfin, c'est vraiment un travail collectif avec les collègues médecins pour essayer d'avoir une réelle vision sur l'avenir. Parce que si vous n'avez pas cette vision, vous ne pouvez pas construire. Et des projets comme ça, ils se construisent.
Maintenant, au jour le jour, ça veut dire tous les jours, soit faire comprendre à une administration quelles sont les problématiques qui existent pour accueillir les malades et faire le nécessaire pour eux, et de l'autre côté, expliquer à nos collègues médecins qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi parce que ça leur fait plaisir. Je veux dire, il y a des impératifs économiques qu'on ne peut pas ignorer. C'est impossible d'ignorer les éléments économiques, sinon on ne survit pas. Et vous, quand même vous avez... si, pardon, excusez-moi, Pardon. et même si la PHP avait, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le cas, mais avait ce sentiment d'immortalité, rien ne peut nous arriver. Moi, ce que je me suis efforcé de faire comprendre, c'est que toutes les structures peuvent mourir. Toutes les structures peuvent mourir si elles ne sont pas bien gérées, bien cohésives et ne voient pas l'avenir. Toutes les structures peuvent mourir, y compris la PHP, y compris une grande maison comme la PHP, avec ses dizaines d'hôpitaux et ses milliers de lits. Donc c'est vraiment essayer de faire comprendre que tout ça est voilà, l'unité, comme elle le dit, comme disait Pomme, l'unité entre un administratif qui fait ce que vous ne savez pas faire et faire comprendre à un administratif ce qu'il ne peut pas forcément comprendre, eh bien ça, c'est absolument fondamental pour essayer de faire avancer les choses. Sinon, vous ne les faites pas avancer. Oui, mais du coup, vous, justement, vous avez arrêté. C'est-à-dire que vous l'avez fait pendant 10 ans, pendant 15 ans. À un moment donné, vous avez dit j'arrête. C'est-à-dire j'en ai marre, j'en suis à mon 5e DG, à qui il faut que je réexplique, que je sache. Parce qu'il y a ça, il y a aussi ce côté, quand on dit que l'administratif étouffe l'hôpital, c'est aussi que les DG font une carrière différente. Ils vont rester 4 ans, ils ont un petit projet, ils vont l'arrêter, ils vont le reprendre. Et vous êtes là, vous continuez, vous repartez à zéro à réexpliquer ce que vous avez déjà expliqué au précédent, et ça use. Alors j'ai longtemps milité, j'ai totalement échoué sur le fait que les directeurs ne devaient pas rester en place 3 ou 4 ans. Et on avait l'expérience de directeurs en Belgique qui avait un hôpital extrêmement performant, qui travaillait le lean management par exemple depuis une vingtaine d'années, mais il l'avait installé sur le temps. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé vers ma directrice de l'époque. Je dis, il va falloir rester 20 ans, ce qui l'a fait éclater de rire. Parce que la gestion humaine, pour eux, c'est de faire 4, maximum 5 ans, et puis d'évoluer dans un autre poste. Et nous, notre mission, c'est de suivre nos malades pendant 25, 30 ans, et si cela nous fait encore plus plaisir, pendant plus longtemps. Mais donc ce côté-là, cette différence-là, elle est absolument fondamentale aussi pour comprendre quelles sont les divergences qui s'installent. Et cette vision de court terme des administratifs, parce qu'ils ont un double objectif, je n'ai pas de doute, si vous voulez, sur leur ambition pour le service public, parce que moi je parle du service public, ils ont une ambition pour le service public, mais à cette ambition sur le service public est liée leur propre ambition. Et leur propre ambition, c'est d'avoir un but à 5 ans. Et le but à 5 ans n'est pas forcément le but à 20 ou 25 ans. D'accord ? Moi, j'ai eu la chance de travailler en continu, à la fois comme chef de service, puis comme présidente de CME, avec le même directeur pendant 15 ans. C'est peut-être pour ça que ça s'est si bien passé. Bah, pas toujours. Pas toujours, hein. Il y a des jours où on se frite, hein, je vous le dis. Et puis, l'avantage de cet homme-là, tout le monde sait qui c'est, hein, il s'appelle Jean-Patrick Lajonchère, c'est que c'est un homme avec lequel on pouvait se friter grave et continuer de travailler. Et ça m'est arrivé de me fâcher très fort. Et je peux vous donner un exemple. Ils ont décidé d'informatiser la totalité de l'hôpital et d'en faire un hôpital zéro papier. Les médecins étaient debout sur les freins, hein. Finalement, personne ne voudrait revenir en arrière parce que c'était formidable. Et dans cette affaire, ils ont intégré de la reconnaissance vocale pour nos consultations. Et la DRH, fine mouche, a décidé que puisqu'on faisait de la reconnaissance vocale, on avait diminué le nombre de secrétaires par 2. Alors là, quand on en est là, il faut être capable d'être suffisamment courageux, à la fois physiquement et moralement, parce que je peux vous dire qu'il m'a fallu beaucoup d'énergie pour défendre le métier des secrétaires, pour défendre le nombre qu'elles étaient, pour montrer qu'elles étaient capables de faire autre chose que de la frappe et qu'on allait transformer leur métier, qu'il fallait qu'elles aient un métier évolutif. Et ça,
ça se fait pas en claquant des doigts, hein, c'est impossible. Il faut une bataille, et puis il faut mettre la DRH en défaut. Et la DRH, c'est l'âme damnée du directeur, hein, faut pas se leurrer. Si elle fait, c'est parce qu'il lui a dit de faire. Et donc, il y a des moments dans ces rapports à l'administration où nous, on doit être les garants d'une certaine éthique pour le personnel, et pas seulement pour le personnel médical, aussi pour le personnel paramédical. C'est une chose qu'on a faite pendant le Covid. Hein. Moi, j'étais présidente de CME pendant le Covid. J'ai dit au directeur, mais là, une infirmière pour 12 malades, c'est pas possible maintenant. Il faut une infirmière pour 5. Ça nous a ruinés d'ailleurs, hein, au passage. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'opinion de M. Lannelongue. C'est pour ça. Donc Christophe Lannelongue, justement, vous qui avez dirigé une ARS et qui êtes du côté justement des décideurs, entre guillemets, en tout cas c'était votre carrière tout le long. Déjà, est-ce que vous avez été confronté à beaucoup de médecins quelque part pragmatiques et avec du bon sens, comme les deux qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que vous avez eu beaucoup de médecins qui étaient contre toute forme d'administration et qui voulaient gérer leurs trucs comme ils voulaient sans vous? Voilà, comment ça s'est passé? Moi, j'estime que ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que c'est encore une période très difficile avec beaucoup de contraintes. Moi, j'ai essayé de tenir un discours de vérité, mais un discours de progrès et de progrès partagé. Comment est-ce qu'on construit ensemble et comment est-ce qu'on fait évoluer ensemble les systèmes de santé. Donc, je ne me sens pas, si vous voulez, en décalage par rapport à ce que sont ce qui vient d'être exprimé, les attentes, les projets. Après, je crois que vous avez employé le mot, la crise Covid, ça a été un révélateur quand même, parce que la crise Covid, elle a montré que quand on met les gens autour de la table, quand on leur fait confiance, quand on leur donne des responsabilités, des objectifs clairs, on a des progrès rapides. Et donc, c'était une conviction que j'avais depuis longtemps, mais elle s'est renforcée, c'est-à-dire l'idée que c'est pas simplement à l'intérieur de l'hôpital que ça se passe. C'est entre l'hôpital et les autres acteurs du système de santé. Et c'est entre tous ces acteurs qu'il faut créer un espace de dialogue et de construction de projets. Et là, le rôle des professionnels, il est essentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu, et je pense par exemple aux difficultés qu'on a sur les urgences, sur les soins non programmés, des choses comme ça, j'ai toujours vu la possibilité, quand on met les gens autour de la table, et quand on leur dit, voilà le problème, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on leur donne des moyens, sans leur dire ce qu'il faut faire, mais en leur disant, voilà, nous, on pourrait dégager un peu d'argent, si vous le souhaitez, pour mener des projets, on a des bons résultats. Alors, qu'est-ce qui ne va pas de mon point de vue ? C'est que c'est un système qui reste extrêmement centralisé, qui reste très cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a des offreurs qui sont soumis à des règles très différentes entre l'hôpital, public, privé, le médico-social, la ville. Et le résultat, c'est qu'on perd en capacité à travailler ensemble, on perd en capacité à bien utiliser les ressources médicales notamment, mais paramédicales aussi, et on perd dans la capacité à construire des projets d'amélioration de la réponse aux besoins des personnes. Si vous prenez par exemple la situation des personnes âgées aujourd'hui en France, vous voyez qu'une des grandes difficultés qu'on a, c'est de faire travailler ensemble l'hôpital, les EHPAD, l'aide à domicile, les médecins généralistes, et de brancher tout ça sur des projets qui vont être bien utiliser les ressources, parce que les ressources, et c'est particulièrement vrai en gériatrie, elles sont rares, elles sont très contraintes. Et puis aussi bien penser à ce qu'est l'orientation des patients, le parcours des patients et le partage d'un diagnostic, le partage d'une réponse entre tous les acteurs de la chaîne. Et donc voilà, dans le cadre des échos, du think tank des échos, on fait chaque année une recommandation pour le gouvernement. Cette année, on a fait une recommandation de méthode. Ça s'appelait le pari de la confiance. C'était de dire, dans chaque département, on va créer un espèce de cadre de travail collectif pour les professionnels, avec l'appui de l'ARS, de l'assurance maladie, mais ce sera un cadre où c'est les professionnels qui décideront. Et on va leur donner un budget libre d'emploi, une somme, et on va leur dire qu'est-ce que vous pourriez faire avec ce budget pour améliorer la réponse aux urgences, la réponse sur les grandes filières de soins. Mais est-ce que ça ne vient pas en doublon avec les CPTS qui font déjà un peu ça? Non, moi je crois, si vous voulez, que les CPTS, et on le voit de plus en plus, c'est un grand progrès, parce que le problème pour l'hôpital, souvent, c'est qu'il n'avait pas d'interlocuteur organisé en ville. Bon. Les CPTS, c'est un début d'organisation, et un début d'organisation sur effectivement l'accès aux soins, les parcours, la prévention, et c'est extraordinairement important pour l'hôpital
d'avoir une capacité de dialogue avec des acteurs organisés. Parce que si l'hôpital se retrouve avec un espèce de no man's land autour de lui, on ne peut pas construire des projets. Les projets, c'est un dialogue, c'est effectivement un minimum de moyens, de ressources qu'on va dédier à ces projets. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, le défi de travailler ensemble, il est effectivement à l'hôpital, hein, vous l'avez bien rappelé, et il est mais il est aussi dans la relation entre l'hôpital, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, avec son environnement. Et de ce point de vue-là, moi je trouve, la grande leçon que j'ai, c'est que le management, c'est d'abord de rendre responsables des gens et de leur fixer des objectifs clairs et leur donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Le management, c'est pas de faire à la place des autres. C'est de leur dire, je sais que vous êtes capable d'arriver à un meilleur résultat. On a fait une table ronde ce matin déjà sur ce côté libéral, public, etc. Et les chirurgiens orthopédistes qui étaient là avec moi, ils me disaient, pour la plupart, par exemple, ils disaient, moi, je serais pour qu'il n'y ait plus d'ARS, par exemple. Je voudrais que ce soit l'hôpital qui gère, qui s'autogère avec un directeur en gestion, etc. Et qu'on enlève cette ARS. Il m'a même dit, l'ARS, c'est la Gestapo, machin. Enfin, il était très remonté contre l'ARS. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a quand même des médecins qui trouvent que justement que ce millefeuille administratif, je veux dire, j'aurais fait. Enfin, là, si vous voulez rajouter un niveau d'organisation, mais si on rajoute ça, plus la CPTS, plus l'ARS, plus le ministère, il y a un moment donné, le médecin libéral pur et dur ne va pas tellement aimer, parce qu'il n'aime pas faire partie de ce genre de choses. Je pense qu'on n'est pas tous égaux devant l'appétence qu'on a à la fonction administrative. C'est sûr. Ceux dans les hôpitaux qui n'ont pas d'appétence pour ça, il ne faut pas qu'ils choisissent chef de service. Ça, c'est une certitude. Et malheureusement, dans nos hôpitaux, parfois la carrière hospitalo-universitaro, elle se confond avec la gloire, avec tout un tas de trucs un peu bizarres qui font qu'arrivent au poste de chef de service des gens qui n'ont pas d'appétence pour ça. C'est dommage. Voilà. Je pense qu'il faut avoir de l'appétence pour ça. Et après, chacun doit voir le niveau d'appétence qu'il a et qu'est-ce qu'il va consacrer comme temps à son activité professionnelle et à cette activité administrative. Ça c'est sûr. Maintenant, que l'ARS ou l'ARH puisse être facho, puisqu'on a parlé de la Gestapo, moi je l'ai connu. Voilà. Moi, je l'ai connu. L'ARH de l'époque a voulu détruire l'hôpital Saint-Michel, dans lequel je travaillais, et on a été obligés de se battre comme des chiens, parce qu'il n'y avait aucune raison de faire ce truc-là, et qu'ils se sont très très mal conduits avec nous, les professionnels de santé, et avec le personnel non médical auquel ils ont dit, de toute façon, vous pourrez aller travailler ailleurs. Oui, voyons, c'est sûr. Donc, ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Ça peut aussi arriver que l'ARS ait une vision globale de la région, des besoins de la région. Enfin, on peut pas penser que le monde soit youpi, les petits amis, vu ce qui est en train de nous arriver un peu partout dans le monde, on est un peu terrorisés. C'est sûr qu'il doit y avoir des gens dans les ARS qui ne sont pas bienveillants, hein, c'est sûr, ça peut arriver. Mais oui, l'accession à la responsabilité, des choses comme ça, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Et il faut veiller au grain. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il faille supprimer les ARS. C'était une idée d'un chirurgien, ce n'est pas la mienne. Je ne suis pas certaine, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça vous aurait aidé ? Je crois pas que mais ça, évidemment, ça peut arriver des gens qui sont en excès de pouvoir. Ça existe partout. Il y a des directeurs. Les ARS, c'était pour décentraliser déjà. Oui, il y a des directeurs qui sont en excès de pouvoir. Il y a des chefs de service qui sont en excès de pouvoir vis-à-vis de leurs équipes aussi. Ça existe. Faut pas noircir les uns, blanchir les autres. On n'est pas tout propre tous. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille supprimer les ARS. Il me semble que quand vous arrivez à des responsabilités de ce type-là, il faut partir avec une idée de ce que vous envisagez d'avoir, de faire, de réaliser. D'accord ? Et quand vous êtes à l'hôpital public, il faut savoir quelle place vous voulez donner à vos hôpitaux publics dans la région, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que même le CHU n'est rien d'autre qu'un hôpital de proximité, en grande partie. Donc il faut s'intégrer là-dedans, c'est indispensable, mais en même temps avoir
l'idée des limites que vous ne voulez pas qu'on dépasse. C'est-à-dire que, comme le disait Pomme tout à l'heure, c'est-à-dire que on est aussi là quelque part, et moi je trouvais que c'était important pour donner la place aux personnels paramédicaux, parce que sans personnel paramédicaux, pas de service, on ne s'occupe pas des malades. Donc tout ça, ça doit être un petit peu, je dirais, élaboré dans la pensée, avant d'avoir ce type de responsabilité. Une connaissance minimale de la sociologie des entreprises. Pour ce qui est de l'hôpital public, une connaissance minimale de la sociologie des entreprises publiques, parce que finalement, ceci a été très bien étudié, y compris depuis les années 70, par Michel Crozier. Donc lui, il avait parfaitement décrit ce qu'était un organisme public de façon générale, et comment fonctionnait un organisme public. Donc avant de prendre ce type de responsabilité, j'essayais effectivement, moi, à mon échelle, avec mon cerveau, aussi limité qu'il soit, j'ai essayé d'avoir cette espèce de vision, entre guillemets, de ce que je voulais obtenir pour l'hôpital public, y compris pour l'assistance publique. Et je me suis battu avec l'assistance publique sur, par exemple, la place de la chirurgie orthopédique dans l'assistance publique, où je me suis fâché avec plusieurs directeurs généraux sur la place de la chirurgie orthopédique, qui a été, pour le coup, à mon sens, en grande partie abandonnée par l'hôpital public. Cette spécialité a été détruite par l'hôpital public, parce qu'elle n'avait pas de vision, parce que l'hôpital public pouvait penser par certains de leurs acteurs que finalement ça pouvait bien se faire ailleurs, et pourquoi payer des gens comme ça? On est devenu intéressant, très honnêtement, on est devenu intéressant un peu grâce à la tarification à l'activité. On s'est aperçu, tiens, les chirurgiens orthopédistes, ils travaillent. Tiens, ils travaillent, ils ont des malades, on opère beaucoup de malades, etc. Et donc, entre guillemets, on rapporte. D'accord ? Et après, quand il faut faire les investissements nécessaires pour à la fois faire la traumatologie, faire l'orthopédie, etc., il y a des investissements à faire, que ce soit sur le plan humain et sur le plan technologique ou bâtimentaire. Eh bien, ça, ils sont beaucoup moins d'accord. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se battre, toujours avec cette idée derrière, qui est qu'est-ce que je veux, moi, à ce moment-là, aussi pour ma spécialité, parce que j'étais aussi, dans une certaine mesure, représentant d'une certaine mesure de la spécialité. Et j'ai eu plusieurs échanges extrêmement durs, parfois violents, parfois méchants, avec certains directeurs de l'assistance publique, sur le sujet, par exemple, de la chirurgie orthopédique publique. Mais en même temps, vous étiez président de CME, donc vous aviez accès, entre guillemets, Oui. aux directeurs généraux, etc. Oui. Alors que quand j'ai discuté tout à l'heure avec d'autres chirurgiens orthopédistes qui sont à la PHP, et ils me disent, mais moi à la PHP, je suis chirurgien, j'opère, j'ai mon directeur d'unité qui est un directeur de machin, qui est un directeur de truc. Avant d'arriver au directeur de la PHP, il ne sait pas que j'existe, et on ne se parle pas, et il a rien à foutre quelque part de savoir comment je... Oui, mais c'est bien pour cela. Il y a un millefeuille trop grand. Oui, c'est tout à fait. Parce que c'est énorme. C'est en partie vrai, et c'est bien pour cela que j'ai fait la démarche d'être président de CME, parce que, encore une fois, j'avais l'ambition, peut-être démesurée, peut-être déraisonnable, peut-être complètement idiote, enfin tout ce que vous voulez comme qualificatif négatif, parce que j'avais envie, utopique, idéaliste si vous voulez, mais j'avais cette ambition de me dire, je veux un hôpital public qui ressemble à ça, et je veux que ma spécialité à l'intérieur de l'hôpital public ressemble à ça. J'ai pas eu beaucoup de succès, j'en ai eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Je pense que Rémi, c'est extrêmement important ce qu'il dit. C'est notre responsabilité éthique et morale qui est en jeu dans ce qu'on a comme idée de ce qu'est le service rendu au public. Et dans nos ESPIC, les ESPIC sont des hôpitaux publics. Souvent, on a eu des directeurs de l'AP qui ont essayé de nous mettre sur le côté en faisant comme si on ne faisait pas de la chirurgie ou de la médecine publique, mais les ESPIC, c'est des hôpitaux publics. Voilà, c'est de la gestion privée de fonds publics, mais c'est des hôpitaux publics. Et quand on a, c'est très important ce qu'il dit, cette notion à la fois du service public en général
et du service rendu aux malades et de ce qu'on doit faire, c'est ça notre rôle éthique et moral. Moi, je l'ai défendu par exemple dans notre hôpital à un moment. Il y a eu une manne que tout le monde connaît qui était de se mettre à opérer des malades étrangers. Hein, ça rapporte de l'argent à l'hôpital, c'est du cash et tout. Mais les malades étrangers, c'est quoi? C'est des malades qui prennent le lit, la place d'un malade français. J'ai rien contre les étrangers, s'il ne s'agit pas de racisme ni de quoi que ce soit, mais qui a payé 6% de son salaire pendant toute sa vie et qui a droit à ce service public qu'on lui offre. Et donc, premièrement, ces malades étrangers, en tout cas dans notre hôpital, ils n'auront pas de statut particulier. Il n'est pas question qu'ils aient une hôtellerie de luxe ni quoi que ce soit. S'ils ont déjà bien de la chance d'être opérés là, et donc on va les opérer, mais comme les autres. Ils n'auront pas plus de chambres particulières, de services à domicile, ni rien de tout ça. Et 2, on limite le nombre de malades qu'on va prendre en charge dans ces conditions. On ne va pas devenir un hôpital qui va s'occuper que des richissimes gens de l'Arabie Saoudite qui veulent bien venir se faire opérer chez nous. Ça n'est pas possible. Donc vraiment, cet aspect de l'éthique et de la morale dont je pense, oui, on est garant de ça. On est garant de faire des urgences. On est garant d'opérer des prothèses totales de hanches sans dépassement d'honoraires, d'opérer des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se faire opérer de leurs prothèses de hanches et de genoux à l'hôpital sans que ça leur coûte un sou. Et si on n'est pas garant de ça, eh ben on n'est garant de rien. Et ça, si par ailleurs on est dans le refus total de s'occuper de quoi que ce soit de gestionnaire et d'administratif, il n'y a pas de dialogue établi et on n'a pas l'autorité. Cette autorité qu'on a, que Rémi décrit, elle est fragile. Hein. C'est pas facile d'être. Et puis ça demande du courage physique. Il faut aller au charbon. Voilà. Et ça, de temps en temps, le directeur, il peut déraper, il y a un truc qui lui échappe, il faut lui dire, non monsieur, non, ça on va pas faire comme ça, là. Ça va pas être possible, parce qu'on va pas le faire. On a un directeur qui décide au moment du Covid que il y a des activités qu'on reprendra pas parce qu'elles sont pas indispensables. Moi, j'ai des collègues en province à qui on a dit, l'orthopédie, c'est pas indispensable, vous n'avez pas besoin de reprendre. Mais ça ne va pas, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est le collectif qui doit suivre et qui doit dire, non, tout le monde va reprendre avec une proportion de salles qui lui sera donnée, puisqu'on ne peut pas tout rouvrir. Quand on a arrêté le Covid, c'est important de défendre que chacun, y compris l'orthopédie, on nous a quand même fait penser pendant le Covid, et c'était pas très facile à vivre, que ce qu'on faisait, ça servait à rien. Il y a un certain nombre de collègues qui se sont vus prendre leur aile, leur machin. C'était plus de l'orthopédie, c'était du Covid, voilà. Mais l'orthopédie, ça sert à quelque chose. Et donc, quand on a arrêté le Covid et qu'il a fallu reprendre, on a récolté plein de malades qui avaient pris beaucoup de retard, qui étaient dans des situations fonctionnelles très difficiles. Donc, il faut en permanence être vigilant. Et cette vigilance, c'est pas toujours facile à organiser. Moi, j'ai eu l'impression, et enfin, plus qu'une impression, que quand ça marchait bien, c'est parce que tout le monde travaillait ensemble au sein de l'hôpital, que les projets étaient vraiment portés par l'hôpital. Et je crois que j'ai jamais vu une ARS bloquer pour bloquer. J'ai vu au contraire des ARS soutenir des projets d'amélioration de la prise en charge, de réponse aux besoins. Après, l'ARS, elle est dans un cadre où beaucoup de choses lui échappent. Lui échappent par exemple les systèmes de rémunération, les systèmes de tarification. C'est clair, si vous voulez, qu'aujourd'hui, à l'hôpital public, on a un système de tarification, enfin de rémunération d'abord, qui ne prend pas en compte effectivement la diversité des activités et des carrières. C'est-à-dire que le système de rémunération des praticiens publics, il ne distingue pas ce qui est une activité de soins, de recherche, une activité en urgence, une activité pour accompagner la gestion de l'hôpital, etc. Il ne reconnaît pas les responsabilités. C'est un système qui est beaucoup trop uniforme et qui est géré de manière très centralisée. On ne peut pas, hôpital par hôpital, essayer de moduler en fonction d'abord d'une évolution de carrière dans la vie. Quand on est jeune, on fait peut-être plus de recherche quand on est vieux. Enfin, c'est ça comme ça, mais je me suis dit dans les vieux. Et bon, donc ça veut dire que les ARS, avec d'une certaine manière toute leur bonne volonté,
n'étaient pas toujours en situation de soutenir comme il aurait fallu les projets. Alors après, il y a la coupure publique-privée, c'est-à-dire qu'il y a des règles de financement, et je pense à la tarification à l'activité. On savait qu'il y avait des activités qui étaient sous-tarifées, sous-financées. Bon. Et on savait que c'était d'autant plus dommage que ces activités-là, elles correspondaient à des besoins très importants dans la population. Bon. Et donc, quand on est dans un contexte comme ça, avec ce cadre qui est assez centralisé, il faut bien le dire, on souhaite qu'une chose, c'est qu'au niveau local, on ait un peu plus d'air pour respirer, on ait un peu plus de latitude pour décider, on ait un peu plus de capacité à faire des projets. Si on a aujourd'hui autour de la table les orthopédistes du public, les orthopédistes du privé, la CPTS ou les CPTS dans un département ou dans une agglomération, on va améliorer les choses parce qu'on va commencer par regarder concrètement c'est quoi les problèmes dans les parcours de soins des gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de mal à accéder à certaines choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la réponse? Qu'est-ce qu'on pourrait enlever, justement? Est-ce qu'il y a une couche administrative qu'on peut enlever? Est-ce qu'il y a des... Moi, je ne raisonne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pourquoi on a justement ce cliché de dire l'administratif, il y en a trop à l'hôpital, les gens croulent sous les papiers. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Non, il ne faut pas encourager l'immobilisme. Il faut par contre soutenir ceux qui ont des idées et des projets. Ce n'est pas la même chose. L'hôpital doit changer. L'hôpital doit changer profondément. Moi, j'ai vécu les énormes difficultés pour soutenir le développement de la chirurgie ambulatoire à l'hôpital. Il a fallu qu'on crée des observatoires, qu'on fournisse l'information, qu'on fasse évoluer des pratiques. Et pourquoi? Parce que c'est l'intérêt des patients, c'est l'intérêt des praticiens, c'est l'intérêt de l'hôpital. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que tout va bien comme ça. Non. Il faut par contre qu'il y ait une capacité à soutenir et à soutenir ceux qui innovent, ceux qui poussent, ceux qui préparent des projets avec les autres. Et c'est ça qui, je trouve, est le plus désolant. C'est qu'il y a des problèmes, il y aura toujours des problèmes. C'est très très compliqué le pilotage d'un système de santé, surtout le nôtre, qui est très ouvert, malgré ce qu'on dit, hein, donc, qui a une promesse qui est de faire accéder tout le monde à des soins de qualité. Bon. Pour que cette promesse soit tenue, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne crois pas sur le thème les pays qui ont choisi de libéraliser la santé, ils sont aujourd'hui dans une situation désastreuse. L'espérance de vie, elle a reculé sans arrêt aux États-Unis depuis 15 ans. Pour une large partie de la population, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les plus favorisés, le recul est spectaculaire. Il ramène les États-Unis à la fin des années 60. Donc, et c'est un système qui occupe 17% du PIB. À côté de ça, vous avez en Suède 8 ans de plus d'espérance de vie en bonne santé qu'en France. Vous avez des systèmes qui sont bien régulés, bien organisés et qui fonctionnent. Et puis, vous avez, comme nous, des systèmes où, effectivement, moi je comprends très bien ce que disent les praticiens. Hein. Je pense que c'est insupportable. Tout ce que vous avez dit me paraît effectivement insupportable. Dire à quelqu'un qu'on va lui supprimer son activité parce qu'on a trouvé mieux à faire de ses ressources, c'est insupportable. C'est pas comme ça qu'on gère une organisation. Gérer une organisation, c'est faire partager une stratégie et un diagnostic d'abord. Hein, et avant de partager des diagnostics, ce qui est vrai, construire. Non, il y a une chose qui est vraie quand même, c'est que l'hôpital et le système public hospitalier allemand fonctionnent avec beaucoup moins d'administration que nous, avec beaucoup moins de personnel administratif. Ça, c'est une réalité aussi. Et pour le coup, avec à la fois une espérance de vie qui est équivalente à la nôtre, avec une dépense en PIB qui est de l'ordre de 11 points de PIB, entre 11 et 12 points de PIB selon les années. Et donc, effectivement, avec ça, eux ont choisi de moins administrer le système. Donc, ça veut dire que nous avons un tout petit défaut probablement, un tout petit défaut de surutilisation de l'administration. Et ceci, encore une fois, est directement lié à ce que décrivait Crozier dans les années 70. Complètement vrai, encore une fois. C'est-à-dire que quand vous êtes chef d'un endroit dans le public, vous voulez des sous-chefs. Et quand vous voulez des sous-chefs, vous voulez une équipe plutôt importante, etc., etc. Et ça fonctionne comme ça. Et ceci nous rapproche de ce que décrivait David Graeber, le regretté David Graeber, sur les bullshit jobs. C'est-à-dire sur les boulots qui consistent à produire de la donnée, mais de la donnée qui n'est pas utilisée.
simplement pour utiliser des gens, simplement pour qu'ils aient un salaire, simplement pour qu'ils aient l'impression d'être utiles. Mais en fait, ceci n'est pas utile et quelquefois freine un bon fonctionnement. Donc il faut trouver cet équilibre entre cette juste administration et l'excès d'administration dans lequel on est. Et quand je parle d'excès d'administration, je parle bien d'un pourcentage de gens dédiés à l'administration de l'hôpital public, en particulier de l'hôpital public. C'est sûr qu'on est très au-dessus des Allemands. On est presque 2 fois plus que les Allemands. Je pense que, pour y avoir beaucoup vécu, le modèle ESPIC, qui d'ailleurs est désigné dans le monde entier comme le meilleur modèle pour la santé, puisque je vous rappelle que la Mayo Clinic est un ESPIC. Donc, c'est que justement dans les ESPIC, je pense, je n'ai jamais fait le calcul du taux d'administratif qu'il y a à l'assistance publique par rapport à ce qu'il y a chez nous à Saint-Joseph, mais je pense qu'on est à peine à un tiers. Et les relations entre le corps médical et l'administration en sont d'autant plus facilitées. C'est-à-dire que le comité de direction, c'était moitié médecin, moitié administratif, et on se réunissait tous les lundis soirs pour examiner les affaires courantes, et donc le dialogue, il était permanent. Et il était à ce point permanent, pour donner un exemple qui peut prêter à rire, mais que le matin, quand je sortais du parking et que je m'apercevais que les jardiniers qui étaient en train de planter le jardin qui allait aller avec la morgue avaient planté des arbres morts. En allant jusqu'à mon service, j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé le directeur, j'ai dit « C'est normal de planter des arbres morts ?» Et il m'a dit « Non, pourquoi ? Ils sont vrais. » Et lui, il se trouve qu'il allait jamais jusqu'au parking et qu'il ne voyait pas ce truc-là. Bon, résultat, le lendemain matin, les arbres ont été enlevés, ils ont mis des vivants, c'était quand même un peu mieux. Mais ça signe la simplicité éventuelle de relation qu'il peut y avoir où il y a un truc qui ne va pas, on le dit. Voilà. Et puis ça avance et on n'en parle plus. Je pense que sur les projets et sur l'ARS et sur l'attention de l'ARS, vous avez parlé de la difficulté à faire avancer l'ambulatoire. C'est vrai que ça n'a pas été très facile, c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de travail, mais c'est normal. On n'est pas à la Starac, ça ne se fait pas en tirant une sonnette de passer en ambulatoire un certain nombre de choses. D'autre part, il a fallu nous qu'on dise on ne va pas faire de l'activité pour pouvoir être en ambulatoire. Parce que ça, ce n'était pas tout de suite bien entendu. L'ARS nous a donné des gongs en disant vous allez faire tant de % d'ambulatoire. Ben non, on ne va pas faire tant de % d'ambulatoire parce que moi je fais des fractures du cotyle et qu'elles ne vont pas être en ambulatoire. Point. Voilà. Et à part ça, les ARS n'ont aussi pas été très réactives, parce que moi j'ai été une des premières en France à faire de la prothèse totale de hanche en ambulatoire, avoir renoncé assez rapidement et à faire de la prothèse totale de hanche en protocole une nuit, et pendant au moins 6 mois ou 1 an, ça a coûté de l'argent à l'hôpital, parce que ce n'était pas prévu. On ne pouvait pas faire de la prothèse, ça ne faisait pas partie des comptes. Aujourd'hui, et c'est là où c'est intéressant de s'attacher à la gestion. Aujourd'hui, si vous regardez, qu'est-ce que c'est la marge d'une prothèse totale de hanche que vous opérez en protocole une nuit ? C'est 43%. Qu'est-ce que c'est la marge de celle que vous opérez en 4 jours ? Vous tombez à 23%. Qu'est-ce que c'est la marge d'un service d'orthopédie qui permet à l'hôpital de vivre à l'équilibre ? C'est 25-26. Donc, si vous faites des prothèses de hanche à 43%, et si vous faites que ça, eh ben, vous allez remplir les caisses de votre hôpital. Sauf, comme dit Rémi, qu'on n'est pas là pour ça. Oui. Voilà. On est là pour opérer les gens qui ont besoin... Parce que ces prothèses de hanche en protocole une nuit, c'est vrai qu'elles sont très bien opérées à la clinique. Mais sauf que celles qui sont en insuffisance cardiaque, qui ont besoin éventuellement d'une réa post-op, celles-là, elles ne vont pas être opérées à la clinique. Et celles-là, elles vont coûter de l'argent. Donc, mon directeur, il avait une phrase que j'aimais bien. Il dit, il faut faire des Fiat pour pouvoir faire des Ferrari. On est d'accord. Donc, à l'hôpital, on fait de la Fiat et on fait des choses simples qui permettent que l'hôpital vive. Et puis, ça permet de faire tous ces malades difficiles, mais c'est indispensable. Et donc, ce qu'il faut, c'est aussi défendre la Ferrari.
C'est extrêmement important que l'hôpital public il soit là pour ça, pour faire des choses qui ne peuvent pas se faire ailleurs. Parce qu'on a des gros moyens, parce que l'outil de travail est magnifique, mais pour ça, il faut un fonctionnement. Et moi, je n'ai pas été confrontée dans ma carrière, à part quand j'étais interne et chef de clinique, à la lourdeur de l'administration de l'assistance publique, mais je la connais. Et puis je connais la souffrance et de Rémi et de mes collègues qui sont chefs de service à l'assistance publique. Quand ils en parlent, ils disent que parfois c'est très décourageant de s'intéresser à toute cette administration parce que c'est tellement lourd que ça ne répond pas à leurs besoins. Le système de l'ESPIC qui rend parfois les gens jaloux à tort. Il ne faut pas être jaloux. Il faut juste se dire, si on allait y regarder, et si on faisait un peu pareil, et si on allégeait la structure de façon à ce que le rapport à l'administration soit un rapport beaucoup plus simplifié, ce serait mieux. Juste un point, ce dont je parlais tout à l'heure, et qui va dans le sens de l'irritabilité du chirurgien, de l'assistance publique. Le problème, c'est que lui, quand il est chef de service, finalement, il va s'adresser au N-3, N-4, voilà. Et donc le temps que ça remonte au N-2, au N-1, voire au N, et ben, là, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intermédiaires que les informations se perdent, que les informations ne sont pas transmises avec la finesse qu'on voudrait ou pourrait y mettre. Donc, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour les chefs de service. Le jardinier en chef qui parle. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Oui. Et donc, ça, c'est difficile pour des chefs de service, entre guillemets, qui n'ont pas des responsabilités proches d'une administration centrale. Comme à l'assistance publique, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Parce qu'il pourrait, parce qu'il faut qu'on conclue quand même un peu, on pourrait se dire qu'il faudrait essayer de faire en sorte que l'hôpital public se rapproche d'une gestion un peu plus rationnelle et un peu plus directe, comme celle d'un ESPIC, quelque part. Avec moins de chefs et peut-être plus il faudrait, parce que vraiment, c'est extrêmement prétentieux. Ce serait bien si. Il y aurait probablement un intérêt à diminuer ce nombre de directeurs, sous-directeurs et machin. Et voilà. Ça, je pense qu'une communication plus directe à l'intérieur de l'hôpital serait nécessaire en éliminant, pas en éliminant, c'est méchant comme mot, mais en faisant en sorte de diminuer les bullshit jobs qui n'apportent que de la donnée pas forcément très utile. Ce qu'on pourrait imaginer, et moi j'avais déjà pensé à ça au moment où ils ont voulu supprimer Saint-Michel, c'est de dire, voilà, l'unité hospitalière, entre guillemets, idéale, celle qui va pouvoir faire fonctionner un gros service de radiologie, une grosse réa, elle est de l'ordre de 600, 700 lits. Ça représente à peu près l'unité gérable. Cette unité gérable, de quoi a-t-elle besoin sur le plan administratif pour pouvoir avancer ? Et on va lui consacrer ça, et on va supprimer les autres strates. Parce que Saint-Michel, par exemple, on nous avait reproché que c'était un trop petit hôpital, alors il fallait le supprimer. Et puis, bon, finalement, la fusion avec Saint-Joseph, etc., ça a fait... Qu'est-ce que c'est cette unité ? Ça représente à peu près ce qu'est Georges Pompidou aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va être votre nouveau Lariboisière, mais ça va être de cet ordre. 489 lits. Voilà. Donc on est dans une unité gérable. On est dans quelque chose qui a la dimension humaine. Et cette dimension humaine, on va lui donner les moyens au lieu d'accumuler les choses et d'accumuler les strates. Et c'est ce qui est en train de se faire au CHU de Nice. CHU de Nice, ils font l'hôpital magnétique, ils font l'hôpital... non, ils sont en train de faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait à Saint-Jean. C'est le directeur de Valenciennes qui est venu et qui fait ça. Et il fait ça dans un CHU. Et c'est le premier CHU. Si ça marche. S'il y arrive, ça peut commencer. C'est ça. Et il est exactement dans votre philosophie, c'est-à-dire de dire, on rend les gens responsables, on leur dit... Alors, et on met les administratifs au service des médecins quand ils ont des idées, on leur dit, ils viennent dans les services et on s'organise comme ça. Et ça remonte plus vite. Il inverse, et ça va plus vite, exactement. Mais il est en train d'essayer de le mettre, il est en train d'essayer, il le met en place à Nice. Ce sera le premier CHU. Ils le mettent, parce que moi j'ai discuté avec mon collègue qui est président de la CME là-bas. Tous les trois, c'est pas le directeur qui est en train de le faire. C'est l'ensemble du corps médical et lui, dans ils sont même tous les trois. Il y a le doyen, le président de la CME. Un accord où ils ont décidé de tenter de faire ce truc-là. Le directeur général, oui. Voilà. Et apparemment, pour l'instant, alors il faut suivre parce qu'il y a des étapes.
Mais ils sont en train de lancer les premières, ils ont créé les pôles et tout ça, c'est en cours. Et c'est peut-être aussi une piste, oui, vous avez raison. Et je pense qu'on va rester là pour cet après-midi parce qu'on ne va pas sauver l'hôpital ce soir, hein, mais bon, c'est en cours.